Dès la chute de Paris, Goebbels proclamera bruyamment que la campagne éclair de France fut gagnée grâce au génie du plus grand capitaine de tous les temps. Aujourd'hui, il est établi que le plan de cette campagne fut l'œuvre non de Hitler, mais du général Erich von Manstein. Hitler ne détestait pas se parer des plumes du paon. Plan certainement remarquable. Le malheureux Gamelin est incapable de s'opposer à son exécution. 5 jours après le début de l'invasion, Paul Reynaud, à l'époque président du Conseil, téléphone à Londres. Le Standard passe la communication à l'appartement privé de Winston Churchill. « Nous sommes vaincus !» s'exclame Reynaud, désespéré. « Nous sommes en train de perdre la bataille. »« Voyons, » coupe Churchill, stupéfait. « C'est impossible. En si peu de temps. Les Allemands ont percé à Sedan. De puissantes forces d'infanterie s'engouffrent dans la brèche à la suite des blindés. En avant de leur élément de pointe, les bombardiers en piqué écrasent nos troupes. Le coin qui s'enfonce dans notre dispositif s'élargit d'heure en heure. Les Allemands avancent irrésistiblement sur un axe Laon-Amiens, en direction de la côte. Nous aurons perdu la guerre en une seule bataille. Si la France n'a pas perdu la guerre, elle a certainement perdu la campagne de 1940, et avec elle, la Grande-Bretagne dont le corps expéditionnaire, comprimé dans Dunkerque, risque l'anéantissement total. Alors se produit le miracle. Von Rundstedt, commandant en chef du groupe armé centre, reçoit un appel du GQG du Führer. Le plus grand capitaine de tous les temps a dû décider d'intervenir. Grâce aux archives de la Wehrmacht, on connaît aujourd'hui la teneur exacte de cette singulière conversation. La voix au bout du fil s'exprime d'un ton aussi courtois que catégorique. « Mon général, je suis chargé de vous transmettre un ordre du Führer au sujet des opérations autour de Dunkerque. Veuillez instruire l'armée blindée von Kleist de ne pas franchir le canal de Saint-Omer. » Rundstedt n'en croit pas ses oreilles. « C'est insensé. Vous ne parlez pas sérieusement, j'espère. Nos chars sont en pleine avance vers la ville. Interdiction formelle de dépasser le canal, coupe la voix. Voyons, c'est impossible, proteste Rundstedt, abasourdi. C'est un ordre personnel du Führer, mon général. Dans ce cas, terminé. Et voici comment les Britanniques parviennent à réembarquer la quasi-totalité de leur corps expéditionnaire, environ 340 000 hommes, et à les ramener dans leur île. Un sauvetage dont les ultimes conséquences pèseront plus lourd que Stalingrad et El Alamein. La Grande-Bretagne a toujours une armée, et c'est en partant de ces quelques 15 divisions qu'elle forgera la victoire. On sait aujourd'hui comment s'accomplit le miracle. C'était Göring qui avait insisté auprès de Hitler pour qu'on laissât à sa chère Luftwaffe le soin de liquider les Anglais. À l'entendre, les aviateurs à eux seuls en viendraient à bout. Hitler le crut. Mais l'incendie des gigantesques réservoirs d'essence tendit des jours durant un impénétrable nuage de fumée noire sur le port et les plages. Les pilotes allemands ne purent même pas observer l'embarquement des Anglais quand, enfin, Rundstedt fut de nouveau autorisé à avancer sur la ville. Les hommes de Lord Gort étaient déjà hors d'atteinte. L'ambition effrénée de Göring et le génie du plus grand capitaine de tous les temps ont ainsi amené le premier tournant de la guerre. Nous nous garderons bien de leur en faire le reproche. Le 22 juin 1940, à Rotonde, Hitler délirant esquisse un pas de gigue à l'endroit même où, en 1918, l'Allemagne s'avoua vaincue. Les plénipotentiaires français vont signer la défaite de leur pays. Le Troisième Reich va célébrer son plus grand triomphe. L'illusion sera brève. À travers la Manche retentit la voix grondante de Churchill. « Nous défendrons notre île. Nous tiendrons jusqu'au bout. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage, nous nous battrons dans les rues et sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais. » Hitler, lui, n'y croit qu'à moitié. À Nuremberg, on donnera lecture des instructions secrètes qu'il adresse dès le 16 juillet à Keitel et Jodl. Comme la Grande-Bretagne, malgré sa situation militaire désespérée, ne semble guère disposée à s'incliner, j'ai décidé de préparer, et au besoin d'exécuter,
une opération de débarquement dans l'île. À cette fin, il faut que l'aviation britannique soit moralement et matériellement éprouvée au point de ne pouvoir s'opposer efficacement au passage de nos forces. Le gros Göring se frotte les mains. Enfin, on verra ce que l'on va voir. Sa Luftwaffe est archi-prête. Dans 2 ou 3 semaines, ces nouvelles bases de Hollande, Belgique, du nord de la France, seront achevées. Que Dieu ait pitié de ces pauvres Anglais. La grande offensive aérienne, le fameux Blitz, commence à l'aube du 15 août. 2600 appareils attaquent le sud de l'île. Le soir, il y en a déjà 75 en moins. Des bombardiers, pour la plupart. Göring fait la grimace. Songe qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et continue. 3 mois plus tard, la mort dans l'âme, il abandonne. La Luftwaffe a perdu 2500 appareils et l'élite de ses équipages. Une saignée dont elle ne se relèvera plus jamais. Il faut se rendre à l'évidence, la RAF, admirablement organisée, animée d'un dynamisme extraordinaire, faisant preuve d'une ténacité toute britannique, a remporté une magnifique victoire. L'Angleterre a dû certes encaisser des coups terribles, mais sa résolution n'est pas entamée pour autant, et ses dirigeants préparent déjà une riposte effroyable. Jamais encore la liberté du monde n'a dépendu du courage d'un aussi petit nombre, dira Churchill, en célébrant les pilotes de la RAF. En Allemagne, la marine a déjà tiré la conclusion de cet échec. Pour l'instant, il ne saurait être question de débarquer en Angleterre. Ces 2 mots, pour l'instant, sont destinés à masquer une certitude. On n'y débarquera jamais. De toute manière, l'Allemagne est déjà occupée ailleurs. L'Italie, alliée de l'Allemagne, mais non co-belligérante, n'a pu résister à la tentation de déclarer la guerre au dernier moment. Puisque la France s'effondre, autant arracher un beau lambeau à ce corps pantelant qui ne peut plus se défendre. Un peu plus tard, en octobre 1940, Mussolini, mis en appétit, attaque la Grèce. Jamais encore le dictateur romain ne s'est rendu aussi ridicule. Sa belle armée, spécialiste des poses héroïques et des phrases sonores, se trouve bientôt en fâcheuse posture par la faute de ces misérables Grecs qui se battent comme des lions. Hitler sera obligé d'accourir à la rescousse, non seulement dans les Balkans, mais encore en Afrique du Nord, où les Anglais sont sur le point d'anéantir l'armée du maréchal Gratiani. Le principal objectif du Führer reste cependant la destruction de la Russie. Dès le 18 décembre 1940, alors que la bataille aérienne fait encore rage dans le ciel anglais, il rédige un texte devenu célèbre, la fameuse instruction 21. La Wehrmacht doit se tenir prête à écraser la Russie au cours d'une campagne éclair, même avant la conclusion de la guerre contre la Grande-Bretagne. Les préparatifs seront entrepris dès à présent, pour être terminés au plus tard le 15 mai 1941. Le document, revêtu de la signature de Hitler, est contresigné par Keitel et Jodl. Comme nom de code, on a choisi Opération Barberousse. Toutefois, bien avant la date du 15 mai, Hitler va courir un second et même un 3e lièvre. En Yougoslavie, le gouvernement qui a adhéré au pacte Berlin-Rome-Tokyo est brusquement renversé. À la Wehrmacht de rappeler ce petit pays au respect des convenances. Le rappel sera brutal. Avec une sauvagerie inouïe, les bombardiers de Göring détruisent Belgrade, visant délibérément les quartiers d'habitation. Puis, histoire de faire d'une pierre deux coups, l'Allemagne va liquider la Grèce. En une réaction foudroyante, prétendent les communiqués berlinois. En réalité, il s'agit là encore d'une agression préparée de longue date. À Nuremberg, l'accusation produira une instruction secrète de Hitler, en date du 12 novembre 1940, c'est-à-dire 6 mois avant le début de la campagne, et dans laquelle le haut commandement reçoit l'ordre de préparer l'invasion de la Grèce. À présent, la guerre prend des dimensions terrifiantes. La rage de destruction, la cruauté, la soif de puissance ne connaissent plus de limites. Une illustration caractéristique de ce règne du cauchemar nous est fournie par les événements de Crète. Dans les dossiers de la Cour internationale se trouve un rapport du gouvernement grec. Peu de temps après l'occupation de l'île par les Allemands,
eurent lieu les premières représailles. Un grand nombre d'habitants, pour la plupart des personnes qui n'avaient strictement rien fait, furent passés par les armes, et les villages de Skiki, Brassi et Canades incendiés, sous le prétexte qu'au cours des combats, quelques parachutistes allemands avaient été exécutés par des policiers grecs. Sur les emplacements des villages détruits, les autorités allemandes firent dresser des stèles portant, en grec et allemand, brûlées en représailles de l'assassinat bestial d'un détachement de parachutistes et d'une section du génie, tombés dans une embuscade tendue par des hommes et des femmes armés. Dans l'esprit de Hitler, tous ces combats, toutes ces horreurs, ne constituent qu'un hors-d'œuvre. La guerre contre l'URSS, son anéantissement au cours d'une campagne foudroyante, sont pour lui beaucoup plus qu'un but à atteindre. Une obsession. Pas une fois ne lui vient l'idée que ses calculs pourraient être faux. Sur les sommets vertigineux où la conduit son ambition démente, l'erreur paraît impossible. Il s'agira d'ébranler l'État soviétique jusque dans ses racines, déclare-t-il en juillet 1940, devant ses conseillers et chefs militaires. Ce résultat, il faudra l'obtenir d'un seul coup. Si nous déclenchons l'attaque en mai 1941, cela nous laissera 5 mois. Persuadé d'être l'homme providentiel, il ne doute de rien. À Nuremberg, on apprendra que dès mars 1941, les projets allemands étaient assez avancés pour régler la redistribution du territoire russe en 9 protectorats gouvernés par autant de hauts-commissaires allemands. Des plans très précis prévoyant l'exploitation économique des régions conquises sous l'autorité de Göring. Le 2 mai 1941, lors d'une réunion des secrétaires d'État, on établit un programme dont le cynisme dépeint bien la mentalité des hauts fonctionnaires nazis. La guerre ne sera poursuivie utilement que si, dès la 3e année des hostilités, l'ensemble de la Wehrmacht peut être nourri par les produits de l'agriculture et de l'élevage russe. Un tel prélèvement signifiera certainement que des millions d'habitants seront condamnés à mourir de faim. Les Russes devinent-ils ce qui les attend? On ne le dirait pas. En novembre 1940, Molotov se rend encore à Berlin, en visite officielle. Ribbentrop, en guise de bienvenue, lui déclare « Aucune puissance au monde ne peut aujourd'hui changer le fait que la dernière heure de l'Angleterre est venue. L'Empire britannique est battu. Sa défaite définitive n'est plus qu'une question de temps. » À ce moment précis, les sirènes donnent l'alerte. Ribbentrop est obligé de conduire son invité à la cave. Quand les appareils anglais sont repartis, Molotov ne peut s'empêcher d'ironiser. Si l'Angleterre est battue, comment se fait-il qu'elle nous ait forcés de continuer notre entretien sous terre? Vers la même époque, Ribbentrop accueille également un autre visiteur, son Excellence Josuke Matsuoka, ministre des Affaires étrangères du Japon. L'allié d'Extrême-Orient n'est pas mieux informé des véritables intentions de Hitler que le partenaire romain. Mais il a sans doute plus de flair que le Duce, et il cache mal son épouvante en entendant Ribbentrop affirmer « Si jamais l'URSS devait prendre une attitude menaçante, le Führer l'écraserait. » À bon entendeur, salut. Sur le chemin du retour, Matsuoka s'arrête à Moscou pour signer avec le Kremlin un pacte de non-agression. Ainsi, le Japon ne sera pas entraîné dans cette aventure insensée. Il est vrai qu'en fait de folle aventure, Tokyo se lancera bientôt dans une entreprise au moins aussi démentielle, et que le pays du soleil levant s'en tirera aussi mal que l'empire de la croix gammée.